On est avec Étienne Frenette, Nicolas Baudry et Joliane Saul et on parle d'archéologie. Imaginez-vous un monde où Indiana Jones n'existerait pas, un monde où on n'aurait jamais connu l'excitation du pillage de tombes. Est-ce qu'il y aurait eu un intérêt pour l'archéologie? C'est une bonne question. En fait, on va apprendre aujourd'hui à connaître un peu plus l'archéologie. Et on a 3 invités qui sont versés dans la question. Je commencerai avec toi. En quel honneur est-ce que tu t'intéresses à l'archéologie dans ta vie? Bien, je m'intéresse à l'archéologie dans ma vie parce qu'on gère le Fort Ingalls, qui est le résultat concret de fouilles archéologiques. C'est bien. De votre côté? Moi, je suis professeur d'histoire et d'archéologie et je pense qu'il y aurait eu de l'intérêt et de la passion même avant Indiana Jones. Ah oui, OK, on en reparlera dans ce cas-là. Je suis archéologue et je travaille au Parc national du lac Témiscouata, qui est un parc un peu particulier parce qu'on a beaucoup de sites archéologiques là-bas. Donc, on doit gérer cette ressource-là. Puis c'est dans le cadre de mon métier que je fais de l'archéologie. Ça a commencé comment? Quand vous étiez très jeune, vous vous intéressez à l'archéologie? Pour ma part, oui, depuis tout petit, je m'intéresse à l'archéologie et aux vestiges du passé et à l'histoire. À cause de Tintin ou comme ça? Comment c'est arrivé? Qu'est-ce qui fait qu'on s'intéresse à l'archéologie? Il y a une fascination d'abord pour des objets qui portent de l'histoire, qui ont des choses à raconter. Et les sites, les vestiges archéologiques sont des résultats des gens qui nous ont précédés. Ils racontent des histoires, ils racontent des choses et nous permettent une expérience concrète et palpable du passé. Et je pense qu'il y a dans l'archéologie déjà ce lien, cette main tendue du passé qui nous rejoint, qui va chercher beaucoup les gens. Et puis, il y a une fascination pour l'activité archéologique elle-même. Et puis ça, on a ça dans le personnage de Indiana Jones. Il y a un mélange d'aventure, de découverte, d'exploration. Il y a un travail qui est à la fois physique et intellectuel, qui se fait à la fois sur le terrain et en bibliothèque et en laboratoire. Donc, je pense qu'il y a là tous les ingrédients pour quelque chose qui, effectivement, est extrêmement fascinant et qui, manifestement, intéresse beaucoup. Il y a beaucoup d'échos de l'archéologie dans la culture populaire. Je pense que c'est... Indiana Jones en est un produit, mais c'est... Je pense que c'est une démonstration claire qu'il y a un intérêt pour ça. Bien, d'ailleurs, tu mentionnais qu'il y avait beaucoup de matières archéologiques ou de vestiges où... Quand on parle d'archéologie, là, ça s'étend, parce que là, on parle du Fort Ingalls, mais de ton côté, de quoi on parle comme... Oui, bien nous, au Parc national du lac Témiscouata, on a beaucoup de sites qu'on dit communément préhistoriques, mais de plus en plus, on va parler de sites paléohistoriques. Ça veut dire avant, pendant... C'est des sites d'occupation autochtone avant la colonisation. Donc, on va parler d'histoire ancienne. Paléo, ça veut dire ancien, puis histoire, c'est l'histoire. Fait que concrètement, qu'est-ce qu'on trouve sur ces sites-là? Souvent, c'est des objets en pierre. Donc, ça peut être des couteaux en pierre, ça peut être des retailles de fabrication d'outils. Plus rarement, on va trouver des fragments de vases, parce que les Autochtones avaient quand même de la poterie à partir d'un certain moment. Puis on va aussi trouver des restes de repas, des vestiges d'habitation, de campements temporaires que les gens ont occupés il y a plusieurs milliers d'années. OK. Puis on en parlait tantôt, il y a un travail de recherche qu'on associe beaucoup à la bibliothèque, qui est peut-être moins le cas maintenant, mais puis il y a un travail terrain. Donc toi, tu fais aussi du travail terrain. Oui. Pendant l'été, le gros de mon horaire, c'est dehors, puis on est sur le terrain. Au parc, qu'est-ce qu'on fait beaucoup, là, c'est des fouilles participatives avec le public. Ça veut dire que les gens s'inscrivent puis ils viennent fouiller un vrai site archéologique avec moi. Puis c'est selon les standards de la profession, là. Donc vraiment, ils ont une formation sur les techniques de fouille, puis quoi faire et ne pas faire. Puis c'est supervisé, là, mais c'est un vrai site. Puis on fait ça à chaque année depuis l'ouverture du parc il y a 10 ans. Fait que là, depuis l'ouverture du parc, depuis qu'on fait des fouilles à chaque année, bien là, on accumule des données. Puis c'est des données qui sont utilisées d'un point de vue scientifique. Là. C'est des vraies données archéologiques. Puis c'est les visiteurs du parc. C'est étonnant parce que justement,
J'aurais pensé qu'effectivement, c'était sensible. Puis là, j'avoue qu'on n'est peut-être pas sur un site, mettons, d'importance, de berceau de l'humanité ou ci ou ça, mais il n'y a pas le danger d'affecter les données avec des gens qui manipulent, qui n'ont pas nécessairement les connaissances? Oui, bien, il faut dire, premièrement, tous les sites sont importants à leur façon, puis tous les sites sont uniques à leur façon, donc c'est vraiment important de bien faire les choses. C'est pour ça que moi, je peux uniquement superviser 4 personnes à la fois. Okay. Puis c'est encadré, c'est une activité qui dure quand même 2 heures parce que j'ai beaucoup d'informations à donner. Puis on fait, c'est en bonne et due forme. Donc moi, je dois faire une demande de permis de recherche au ministère de la Culture et des Communications, puis je dois remettre un rapport à la fin de l'intervention. Donc c'est comme si c'était une vraie fouille professionnelle, sauf qu'au lieu d'avoir des fouilleurs expérimentés, bien, on a des participants, puis moi, je les forme pendant l'activité. Puis en 10 ans à peu près, est-ce qu'il y a une pièce, un artefact ou un fragment dont vous êtes particulièrement... Ah, c'est petits bébés, hein? C'est ça! Mon petit morceau de terre ici, puis lui, puis l'autre, là, ouais, c'est ça. Il y a des pièces... C'est sûr qu'il y a des pièces qui nous rendent heureux là, quand on trouve ça sur le terrain. Moi, le plus souvent, c'est quand c'est une pièce diagnostique d'une période. Parce que quand on fouille un site archéologique, là, le site ne va pas nous dire il est vieux comment, juste comme ça. Il faut fouiller, puis il faut avoir des indices sur l'ancienneté d'un site. Est-ce que c'est un site qui date d'il y a 500 ans, de 5000 ans? Tu sais, ça, il faut trouver cette information-là. Puis une des façons de trouver cette information-là, c'est de trouver des pièces qui sont diagnostiques d'une période. Parce qu'il y a quand même eu des modes à travers le temps, de comment on faisait les choses, de comment on les fabriquait. Puis quand on a une pièce qui est typique d'une période, là, on sait, OK, ça, notre site a probablement été occupé il y a 5000 ans. Bien, ça, c'est le fun. Ouais. Fait que souvent, c'est les pièces qui nous donnent le plus d'informations qui, moi, personnellement, me rendent le plus heureuse. Là. OK. Puis t'en as quelques-unes comme ça? Oui, bien, juste l'année passée, on a trouvé sur un de nos sites de la poterie, donc de la céramique. Puis la céramique, ça a été fait seulement depuis les 3 derniers millénaires par les Autochtones. Donc, quand on a trouvé ça, bien là, je pouvais confirmer qu'on avait une occupation qui date d'une période qu'on appelle le sylvicole. Puis aussi, c'est la première fois qu'on trouvait un fragment de poterie sur ce site-là. OK. Ça faisait... Il y a eu plusieurs interventions là, sur ce site-là précis. Puis je vous dis, c'était une petite crotte comme ça, là. Puis les gens ne croyaient pas que c'était de la poterie, mais c'est effectivement de la poterie, puis ça nous donne beaucoup d'informations, même si ça a l'air de rien. Dans quel esprit ça a commencé, le projet? Ou comment ça a commencé, le fort, exactement? Ou... Le fort, quand même, c'est qu'on savait qu'il y avait eu quelque chose là. Puis on avait c'est tout ce qu'il y avait, là. Est-ce que la forêt avait repoussé par-dessus ou comme... En fait, là, tout ça a commencé parce qu'il y a des gens qui étaient dans le village de Cabano qui se rappelaient qu'eux, dans les années 20, 30, ils avaient joué sur le château. Puis là, il y a quelqu'un qui s'est dit, le château? C'est quoi ça? Donc là, à partir de là, la Société historique et généalogique de Rivière-du-Loup a commandé quand même des études pour voir qu'est-ce qui se passe. Donc, il y a des archéologues très, très, très connus comme René Lévesque qui ont passé au Fort Ringale pour faire des sondages, mais aussi, on a recherché historiquement. Parce que là, on s'est dit, c'est sûr qu'il y avait quelque chose à cet endroit-là. Et puis là, on a trouvé des lettres, on a trouvé des plans. Donc, à partir de tout ça, là, on a pu convaincre le gouvernement du Québec. Au début, c'était... Non, parce qu'il faut savoir que dans les années 50, on a bulldozé le site. OK. Le site a été bulldozé. J'ai même parlé avec la personne qui a bulldozé dans les années 50 le site. Et à un moment donné, elle me dit, le monsieur m'a dit, un moment donné, je suis arrivé à telle place, puis c'était tout blanc. La terre était blanche. Bien, c'est simple, hein? Les soldats, ça fumait beaucoup. Puis c'était toutes des pipes de plâtre. Donc, lui, il est probablement tombé dans un remblai où tous les soldats jetaient leur pipe de plâtre. Puis, il a passé ça, puis ça a donné de la terre blanche. Puis après ça, le site a été utilisé pour paître des vaches. OK. Puis après ça, on a créé la Société historique de Cabano à l'époque. Puis à partir de ce moment-là, là, on a vraiment fouillé. Puis après ça, on a convaincu les gouvernements que ça valait la peine de reconstruire avec tout ce qu'on avait, autant historique que littéraire que tout autre. Okay. Là. Puis est-ce que les poteaux du fort sont aux endroits où il y avait un poteau à l'époque où c'est pas... On a cherché le plus possible. C'est sûr que des fois, la réalité, comment je dirais ça, c'est pas tout à fait ce qu'on pense. Par exemple, on a retrouvé les plans du fort officiels. Ouais. Mais quand on a fouillé, on s'est rendu compte,
Ils ont tourné coin rond à certaines places. C'est pas comme le plan, là. Classique. Donc, il y a tout ça là, qui crée des petites différences. Sinon, le fort, pour le bois original, vous auriez plus de chances d'en trouver dans les maisons ancestrales à Cabano qui n'ont pas brûlé en 1950. OK. Parce que le fort a brûlé un peu après le conflit de Trent. Et puis, le gardien du fort, lui, a décidé... Moi, je vais me construire une maison en face, puis il y a du bois ici. Puis les autres gens de Cabano ont fait hey, c'est une bonne idée, il y a du bon bois, là. Ils ont pris le bois. Ils ont pris le bois du fort. Oui, exactement. Exactement. Puis nous, on a tenté de reconstruire le plus possible comme à l'époque, ce qui présentement nous cause un peu problème parce que un fort de campagne britannique, c'était fait pour durer entre 5 et 10 ans. Ouais, et c'est tout en bois. Donc, veut pas, on a repris les mêmes techniques qu'à l'époque. Dans les années 70. Donc, qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? Bien là, j'ai quelques poteaux de palissade qui, malheureusement, ont de la difficulté à tenir. C'est drôle. Puis là, on va dans comment on restaure ça. Puis comment on rend pérenne quelque chose qui n'était pas fait pour être pérenne. Exactement. Et comment est-ce qu'on le fait en présentant l'histoire tout en le rendant développement durable? L'archéologie, creuser dans la terre, trouver n'importe quoi. C'est ça qui est fou avec l'archéologie, c'est que tu cherches pas, tu trouves ça, là, tu sais. Là, t'as un petit pinceau. Ça a l'air d'être le meilleur bout de l'archéologie, ce petit bout-là. Hein? Le pinceau sur un objet. Là, tu fais... Là, oh, c'est un livre. Des vases. C'est hot, ça, un genre de vase coupe. Jésus, il a pris de la fort locaux là-dedans. On sait pas. T'es poussé de ça. Oh, tu trouves d'autres affaires. Une corde. Oh, quelqu'un a peut-être déjà fait de la corde de danse avec ça. Je sais pas, moi. Cléopâtre. On sait pas. Oh, crime. Mes clés. Je les avais échappées tantôt. C'est quoi ça? Un crâne. Ben bizarre, ça. T'es poussé de ça. On enverra ça au labo. Hey, j'aimerais-tu dire ça, cette phrase-là, moi? Ouais! On ira analyser ça au labo. Et puis en plus, là, je vais déposer ça dessus. En plus, t'es habillé comme un archéologue. Ils sont bien sapés. C'est le chapeau, moi, que j'aime. J'aime le pinceau, j'aime le chapeau. On en connaît tout du monde qui essaye d'être le gars au chapeau. C'est jamais quelqu'un que tu veux traîner avec. Genre, on comprend là, que t'aimes les jeux de société, Magic, D&D, mais tu peux juste être le gars weird. Mais le gars weird avec un chapeau, c'est comme oh, non, je sortirais pas publiquement avec toi. Mais archéologue, par contre, t'es comme salut, je suis archéologue. Bref, archéologue, là, tu trouves des affaires. T'es poussette, les affaires. Tu dis la phrase. T'examineras ça au labo. Puis pendant tout ça, hein, tu portes un chapeau. J'ai le goût de quitter ma job, là, puis de devenir archéologue. Qu'est-ce que vous avez vu, votre moment, où est-ce que vous avez trouvé un artefact qui était particulièrement intéressant? Des artefacts... Oh. Des artefacts intéressants, on en trouve tout le temps. Ah oui, OK. Jolie en a parlé de ce morceau de céramique amérindienne, mais certains artefacts sont particulièrement émouvants, ceux qui vont évoquer, par exemple, l'enfance. Un jouet, un morceau de dinette, c'est toujours émouvant, ça nous permet de nous projeter dans le passé. Des objets personnels, une brosse à dents, l'embout d'une pipe, des objets qui sont en contact avec le corps. Il y a une relation qui est très intime avec les gens du passé qu'on a avec ces objets-là. Okay. Donc, des artefacts et mouvements, on en trouve régulièrement sur les sites historiques. Et tout ce qu'on est capable de reconnaître aussi. Ouais. Parce que y a ça là, disons que l'avantage de l'archéologie historique, c'est que c'est une culture matérielle avec laquelle on est plus familier. On fait beaucoup depuis quelque temps d'archéologie du passé récent, donc la fin du 20e siècle. Alors, c'est des artefacts qui sont encore plus familiers. Ben oui. Les visiteurs passent et puis nous disent « Oui, ma grand-mère, elle a le même. Bon, il y avait la même chose quand j'étais petit. Et ça interpelle beaucoup. Donc, ce sont des objets qui suscitent des émotions. Il y a un aspect vulgarisation qui a l'air vraiment, vraiment important. Là, comme c'est indispensable. Ah oui, à ce point-là? Si la loi réglemente autant le patrimoine archéologique, s'il faut demander des permis, s'il faut faire des rapports, c'est parce qu'on est dans quelque chose qui appartient au patrimoine, donc qui est un bien collectif. Les objets archéologiques sont des biens collectifs. On ne peut pas dire que ça appartient à quelqu'un. Ce sont des témoins d'un passé qui est commun, qui appartient à la collectivité.
D'ailleurs, la loi interdit la vente et le trafic d'artefacts archéologiques au Québec et au Canada. Ouais. C'est encore une fois parce qu'on estime que ce sont des biens communs. C'est pour ça que l'État contrôle les permis, s'assure que les gens qui fouillent ont les compétences voulues, impose des contraintes méthodologiques, 4 fouilleurs par archéologue, par exemple. OK. Et c'est pour ça aussi qu'il y a l'obligation de remettre un rapport dans les 12 mois après une intervention. C'est pour que la collectivité garde des traces écrites de ces interventions-là. Donc, je pense que si tous les archéologues aient ce sens qu'on travaille avec quelque chose qui ne nous appartient pas tout à fait. Okay. Et j'ai à plus forte raison quand on travaille sur des sites autochtones, où là, on tombe dans des sites et des objets qui ont une valeur identitaire très forte pour les communautés. Il y a une sensibilité pour la communauté en question. J'aimerais dire aussi que l'archéologie est une des rares sciences historiques, on va dire ça comme ça, qui va parler des gens qui n'ont pas forcément une voix. Tu sais, souvent en histoire, hein, on va parler de la royauté, des gens riches et puissants, mais l'archéologie est sinon la principale voix des gens ordinaires, comme on dit. Puis je pense que c'est ça qui fait en sorte que les gens, quand ils viennent au site puis que je leur montre un jouet qui a été découvert sur le site archéologique, les enfants sont toujours collés sur la vitrine en train de dire « Wow! C'est comme ça qu'ils jouaient, etc. etc. » Donc, je pense qu'il y a ça dans l'archéologie. Puis pour les Amérindiens, c'est d'autant plus vrai. Oui. Puis une autre chose à rajouter, c'est que nous, en fouillant un site archéologique, on le détruit. C'est-à-dire qu'une fois que la fouille est finie, c'est un trou, là, il ne reste plus rien. Donc, c'est impératif qu'on communique les résultats de la fouille parce que sinon, on va avoir détruit une ressource archéologique sans que les informations soient partagées. Donc, c'est vraiment important qu'on le fasse au sein de la communauté scientifique, mais aussi avec le public, que ça soit vulgarisé pour que les gens comprennent avec justesse les informations qu'on peut en tirer. Et c'est pour ça qu'on ne fouille pas tous les sites archéologiques d'un seul coup. C'est parce qu'on se dit que la science va avancer. Donc forcément, on s'en laisse pour plus tard, pour les générations futures, pour les nouvelles techniques et technologies qu'on va développer. On pose des questions différentes au passé, aujourd'hui. Des questions comme... Comme la place de la femme, par exemple. Effectivement, par exemple, la place des femmes dans la société, la décolonisation, les rapports entre les genres, entre les sexes, entre les communautés. C'est des questions qui ne se posaient pas il y a un siècle. Et ce sont des questions qui émergent graduellement. Rien que dans les 10 dernières années, les monuments ont commencé à être déboulonnés parce qu'on commence à les regarder autrement, parce qu'on commence à prendre en compte des discours et des sensibilités qui n'étaient pas mainstream il y a 10 ans. Et notre regard sur le monde autour de nous change et notre regard sur l'archive archéologique aussi va changer. Donc, comme disait Étienne, si on fouillait un site complètement, bien, on prive les générations futures de lui poser d'autres questions plus tard. Bien justement, ici, mettons, disons de façon large au Bas-Saint-Laurent et dans l'Est du Québec, là, qu'est-ce qui est d'actualité, qui est un sujet intéressant ou à quelle question est-ce qu'on s'intéresse ou quel site de fouille est particulièrement intéressant à l'heure actuelle? Là? En archéologie préventive, il y aurait donc tout ce qui est en avance de grand développement. Il y a l'autoroute 20 qui s'en vient depuis 20 ans. Donc, évidemment, son tracé a été précédé d'évaluations archéologiques. Est-ce qu'il y a d'autres projets de développement? Il y a les éoliennes qui ont généré beaucoup de travail aussi. Il y a l'aménagement du parc du lac Témiscouata qui a généré aussi des travaux. Donc, je sais que Parc Canada fait des travaux aussi à Forillon en prévision devant l'avancement de l'érosion côtière. Donc, il y a des cas comme ça. Est-ce que, comme dans le cas des artefacts qu'on a retrouvés à côté de l'autoroute à Rimouski, là, est-ce que c'est encore une pratique? Comme je sais que dans la Métisse, c'est la même chose. À l'embouchure de la rivière Métisse, Hydro-Québec a implanté une structure, puis ils ont ouvert, puis pareil comme à Rimouski, ils ont trouvé des artefacts, puis là, ils ont refermé. Donc, théoriquement, il y a quelque chose. Il y a encore des cas d'archéologie préventive dans les deux cas s'il s'agit de documenter un site avant des travaux. Pour la Métisse, c'est le barrage Métis 1. C'est un site de moulin du 19e siècle. Il était connu vaguement par les sources.
Ils sont allés effectivement faire un inventaire, ils ont fait un constat, et puis Hydro-Québec maintenant sait que ce site-là est là, il est documenté, et puis si jamais ils doivent faire des travaux d'aménagement... mais seulement s'ils ont des travaux. Sinon, il n'y a pas de raison d'y toucher. C'est spécial. Parce que, encore une fois, on disait tout à l'heure, l'archéologie est peut-être la seule science qui détruit son objet d'étude. Ouais, on détruit un site quand on le fouille. Il faut avoir des bonnes raisons pour détruire un site. Ça peut être pour acquérir des connaissances, mais ça peut être parce qu'il va être détruit autrement. Puis, s'il n'y a pas de raison de fouiller, si on n'a rien à apprendre, si on n'a pas de questions à poser à un site, pourquoi le déranger? Qu'est-ce que, dans votre expérience, qu'est-ce que tout ça nous raconte sur l'humain et sur ce qu'on vit actuellement? Tu sais, je veux dire, l'histoire est supposée parler. Est-ce qu'il y a des réflexions que vous avez à partager là-dessus? Ou, C'est la nature humaine, je dirais. OK. Ça nous informe sur la nature humaine puis sur à quel point on ressemble à ceux qui nous ont précédés, dans un sens. Est-ce qu'on n'a pas tout trouvé? Puis là, je sais que non, mais je veux dire, dans le sens, qu'est-ce qu'on va apprendre de plus, là, pour vrai? Là? Comme... À quoi ça sert de continuer à faire ça? On le disait tout à l'heure, les questions changent, les intérêts changent. Okay. Et l'archéologie nous en apprend beaucoup aussi sur nous-mêmes et sur notre relation au passé. OK. Sur ce qu'on projette dans le passé, sur ce qu'on y cherche. Les vestiges archéologiques, ils appartiennent au passé, mais ils existent dans le présent. Et puis la façon dont on les traite, les raisons pour lesquelles on s'y intéresse, la façon dont on les mobilise pour créer des identités, pour raconter notre propre histoire, tout ça, ça parle de nous-mêmes aussi. L'archéologie continue d'être mobilisée dans le discours historique, dans la création, puis dans la fabrication des identités collectives, y compris dans la nation québécoise aussi, je veux de l'archéologie. Puis moi, je peux rajouter qu'on n'a vraiment pas tout trouvé. Ça fait pas si longtemps que ça qu'on fait de l'archéologie au Québec, là. Niveau professionnel, là, ça fait peut-être 30 ans, puis c'est peut-être depuis les années 60 qu'il y a de l'archéologie qui se fait au Québec. Puis il y a des découvertes majeures qui ont été faites il n'y a pas si longtemps qui changent toute notre compréhension, là, par exemple, du peuplement initial du Québec. Avant 2003, on pensait que les premières occupations de la province étaient autour de 10 000 ans. Ouais. Puis en 2003, on a trouvé le plus vieux site connu jusqu'à date au Québec, qui est en Estrie, ça s'appelle Clich-Rancourt. Ça repousse le peuplement il y a 12 000 ans, au moins. Donc ça change quand même notre compréhension. Et puis non seulement on n'a pas tout trouvé, mais on génère nous-mêmes de la culture matérielle, on va générer nous-mêmes des vestiges et on va un jour devenir nous-mêmes des objets d'archéologie. Mais justement, c'est là-dessus que je m'en allais. Alors, quand les archéologues du futur vont me trouver, ce sera sûrement avec un DVD d'Hôtel Central. Tu vois, déjà, ça n'existe plus des DVD, mais en tout cas, j'espère qu'ils vont apprécier cette émission sur l'archéologie du passé. Merci d'avoir participé, c'était très instructif. Merci. On parle d'archéologie et donc de vieux dinosaures comme moi. Mais c'est pas juste les vieux dinosaures, c'est plein de choses aussi. Comme les archéologues les plus connus du monde. En fait, un archéologue, celui qui est le plus populaire... Indiana Jones. Indiana Jones! Ben oui. Et ça, c'est devenu un héros le 12 juin 1981, quand le premier film est sorti au cinéma, Les Aventuriers de l'Arche perdue. Un film mettant en vedette Harrison Ford. Je t'apprends rien, t'as vu les films à peu près 15 fois chaque? Oui, quand ça passait à la télévision 4 saisons. À l'époque, c'était Harrison Ford, un jeune de 39 ans, quand même, là, une petite jeunesse, ancien charpentier, qui était connu mondialement pour son rôle d'Han Solo dans l'Empire contre-attaque, Star Wars. C'était sorti l'année précédant la sortie du premier Indiana Jones. Les 5 films Indiana Jones ont rapporté plus de... beaucoup de millions. Près de 2 milliards, en fait. 2 milliards? 2 milliards de dollars on est rendu là. Au box-office international, quand même. Comment est venue l'idée d'Indiana Jones? Moi, j'adore cette histoire-là. T'as George Lucas puis Steven Spielberg. Ils sont sur une plage à Hawaï en train de relaxer. Ils attendent de recevoir les recettes de Star Wars. Fait que les gars sont pas trop stressés. Et Spielberg déclare qu'il a toujours voulu faire un film de James Bond. Et là, Lucas lui dit « J'ai une meilleure idée. Bond s'est dépassé. On va faire quelque chose de mieux. » Et il lui parle d'Indiana Jones. Il décide de se lancer dans l'aventure, tout simplement. Indiana, c'est le nom du chien de George Lucas, en fait, qui est un malamute d'Alaska. Et je ne sais pas si tu le savais, mais ce chien-là était aussi le prototype de Chewbacca dans Star Wars. Tout est dans tout. Tout est dans tout. Harrison Ford, c'était pas le premier choix
pour interpréter Indiana Jones. En fait, George Lucas voulait pas Harrison parce qu'Harrison avait déjà joué dans 2 films de George Lucas, puis il était comme, je veux passer à autre chose, je te connais assez. On avait offert le rôle à Tom Selleck. Ouais, avec la moustache, tout, je sais pas. C'est ça. Il a décliné. Harrison Ford a pris le relais et tant mieux pour nous parce que c'est un sapristi de bon acteur dans ce rôle-là. Oui. J'ai quelques faits cocasses sur le tournage du film sur ce célèbre archéologue. La séquence d'ouverture du film, quand on voit, en fait, ce qu'on voit pas, ce qu'on aurait dû voir au départ, ce que ça devait être, c'est Indiana Jones qui roule sur sa moto le long de la Grande Muraille de Chine. Ça n'a pas eu lieu parce que les autorités chinoises ont refusé. Ben, c'est bizarre, hein? Ben oui. Ouais, ils n'étaient pas d'accord avec l'idée, fait qu'on a dû réécrire le scénario pour la scène d'ouverture du premier Indiana Jones. Dans la scène où on voit Indiana Jones et son père, Sean Connery, ils ont seulement 12 ans de différence, mais c'était le père de l'autre dans le film. Ils sont assis à une table sur le Zeppelin, qui est une espèce de grand bateau flottant. Dirigeable. Oui, on pourrait dire ça aussi comme ça. Ni Harrison Ford, ni Sean Connery ne portaient des pantalons. Ah, il n'y avait pas de pants quand il jouait cette scène-là. Et sais-tu pourquoi? Je suis pas sûre de savoir pourquoi, mais... Connery, il avait dit, je pense que si je porte des pantalons, je vais trop transpirer, fait que je suis mieux de pas en mettre. Et Harrison Ford a dit, sais-tu quoi? Je vais le faire avec toi. Solidarité. OK, ouais, ça, c'est l'histoire officielle. Oui, c'est ça. Je suis convaincue qu'il y a des choses non officielles en dessous de ça. Mais j'aime beaucoup le mysticisme de tout ça. Lors du tournage, la fameuse scène où on voit un cobra qui se lève puis qui siffle sur Indiana Jones, il y avait un panneau de verre qui séparait Harrison Ford du cobra et une maudite chance parce qu'imagine-toi donc qu'à un moment donné, le serpent est devenu tellement agité, tellement stressé qu'il a craché du venin. Et le panneau de verre a empêché Harrison Ford de mourir dans d'atroces souffrances, tout simplement. Ça aurait été un autre genre de fin, moins intéressant. Hey, tu dis. As-tu déjà remarqué dans les films, si t'as l'œil fin, R2-D2 et C3PO, 2 androïdes de Star Wars, ils font des caméos dans Indiana Jones? Ah oui? Oui. Ils figurent parmi des hiéroglyphes dans une des scènes sur le mur du Puits des Armes. Puis si on zoome, si on regarde attentivement, c'est vrai qu'on dirait C3PO puis R2-D2. C'est quand même drôle. Les fans, d'ailleurs, ont spéculé qu'Indiana Jones puis Star Wars se déroulaient dans le même univers. Ah oui, hein? Là, on voit un petit peu loin. Quand ils ont tourné certaines scènes des Aventuriers de l'Arche perdue en Tunisie, presque toute l'équipe a contracté la dysenterie. Y compris Harrison Ford, tous des gros maux de ventre parce qu'il avait mangé des trucs qui étaient peut-être pas salubres, mettons. Ouais. Et Harrison Ford pouvait sortir seulement 10 minutes à la fois de sa caravane pour tourner les scènes. Fait qu'ils ont tourné rapidement et ils ont coupé beaucoup de matériel parce que 10 minutes à la fois pour le tournage d'une scène, ce n'est pas beaucoup. C'est pas idéal, mettons. C'est pas idéal. Spielberg, le réalisateur, est un des seuls à pas être tombé au combat parce que lui, il avait prévu le coup. Il s'était amené de la bouffe en canne et tout ce qu'il mangeait, c'était de la bouffe en canne sur le plateau de tournage. Et c'est ce qui fait qu'il a survécu à ces petits maux de ventre dont toute l'équipe était atteinte. Finalement, selon toi, comment on obtient le look vieilli, le look usé du chapeau, du chandail, de tout ce que porte Indiana Jones? Une excellente question. Dans ma laveuse, en tout cas, ça finirait par faire ça. Ouais. Harrison Ford, à l'époque, avait prêté son couteau suisse à la costumière. Puis à l'aide de ce couteau-là, puis d'une brosse en acier, c'est comme ça qu'elle a vieilli la veste, la fameuse veste d'Indiana Jones. Elle a aussi eu des éclats de métal dans ses mains pendant des semaines à cause de ça. Et pour vieillir le chapeau emblématique d'Indiana Jones, la costumière l'a sali, roulé dans la poussière, l'a enroulé sur lui-même, s'est assis dessus, puis elle a fait aussi asseoir Harrison Ford sur le chapeau. Tout pour ça, vraiment pour le petit look. Ouais. OK. Bien, moi, je vais continuer à utiliser ma technique, c'est-à-dire payer mes taxes et mes impôts. Ça permet à mon linge de rester look vieillot. C'est voulu. J'aime tout ça.